Alors, raconte-moi donc ta première arrivée dans une prison. Est-ce que tu dois te souvenir de justement, ce baptême un peu de la prison. Ben, la première impression, bon déjà je suis parti à l'école d'administration pénitentiaire, bon là, donc je suis À parti, Paris. on a fait des tests psychologiques, on a fait pour être reçu et pour pouvoir être affecté en stage dans une prison. Donc là moi je comptais rentrer sur Montauban ou Toulouse, et là on m'a dit bon ben il faut aller de Fleury, il faut aller à Poissy dans les Yvelines. Ah bon, Poissy c'est où quand j'y vais pas. Bon, allez, on y va, on y est maintenant, on y va. Donc je suis parti à Poissy, j'ai fait 3 mois de stage là-bas, alors la maison centrale, que des taulards avec des cheveux longs à l'époque, dans les années 76. Sale gueule, ils avaient, bon, mais c'est comme ça, dans des ateliers en train de travailler, qu'on tatouait de partout. Enfin, bon, au premier abord, ça m'a fait drôle. Et là, on m'a affecté dans un atelier, on m'a dit tiens, voilà, vous allez là-bas, vous avez un pupitre, vous surveillez l'atelier au départ. Vous avez ici une alarme à pied. S'il y a quelque chose, vous appuyez dessus, vous inquiétez pas, si vous demandent des renseignements, vous répondez, vous leur dites ce que vous avez à dire, s'ils ont besoin de quelque chose, rien de plus. Bon, j'ai fait ça, à un moment donné, bagarre générale qui éclate dans l'atelier, avec des couteaux, ils avaient des ciseaux, ils avaient de tout, ils faisaient de la couture, ils faisaient un peu de tout. Et là, bien sûr, j'appuie sur la pédale, tout le monde qui arrive, matraque à la main, vas-y, stop, ils arrêtent l'hémorragie. Puis je me suis dit, tu vas te faire tuer, là, maintenant t'as donné l'alerte, quand et tout, puis non, rien ne s'est passé. Deuxième jour, je fais une nuit, et là, j'étais avec des anciens, et ils jouaient à la belote le soir. Et puis il y avait des rondes à Des faire. anciens quoi? Des anciens collègues, qui, des pieds noirs, Des Corses. des Corses, tous les anciens qui avaient 40-50 ans. Et toi, t'en avais Moi pas. j'avais 20 ans. Et donc au moment d'aller faire la ronde, on devait y aller à deux toujours. Mais bon, les anciens me disent écoute, tu vas tout seul, hein. T'emmerdes pas, hein, c'est simple, hein, tu y vas. Et je m'en vais au mitard. Je vais faire la ronde au mitard où on m'avait dit, puis je me mets à l'œilleton, j'ouvre l'œilleton, je regarde, le mec il avait l'œil contre l'œilleton. Et puis je fais un bond comme ça en arrière, j'ai eu peur, quoi, voir un œil. Et le mec il me dit n'ayez pas peur chef, je suis pas méchant, c'est une blague. Ah ouais d'accord. Non non mais si vous inquiétez pas, j'ai pas eu peur, j'étais juste surpris. Et il me dit vous êtes un nouveau non, vous venez d'arriver. Ah, je viens d'arriver, oui, mais c'est pas un problème. J'ai été surpris, c'est tout, et j'ai continué. Mais le cœur qui tapait à 150 à l'heure, quoi. Et donc, après, il a fallu que j'aille faire des pointages dans les sous-sols. Dans les sous-sols de la prison tout seul, parce que les anciens disaient, ah, bah, tu y vas, quoi. C'était le bizutage un peu, hein, en arrivant. Et puis là, dans les sous-sols, on entendait des bruits, on savait qu'il y avait des gens qui s'évadaient par les sous-sols, des fois, s'il y a des barreaux, ils creusaient les murs. J'avoue qu'au départ, j'ai eu des moments de peur. Et puis bon, ben, on s'y habitue, hein, et puis on se dit, bon, ben, on continue, c'est comme ça, c'est pas méchant, c'est le début, ça va aller. D'accord. C'est dur. Et là, tu t'es fait un peu bisuter par tes vieux collègues qui te donnaient un peu le. Oui, Tu oui. faisais un peu essuyer les plâtres. Oui, voilà, ouais, ils nous apprenaient à vivre. Ils nous apprenaient à vivre. Voilà. Et donc là, oui, tu m'as raconté ces deux épisodes de l'œilleton et de la bagarre générale dans l'atelier de couture et de. Ouais, il y a ça, et puis j'ai même d'autres épisodes, mais c'était pas moi là, c'était un collègue à moi. Il avait envoyé les anciens là, pointer à la morgue de la prison. De Poissy, Non, de Fresnes, le frère. à l'hôpital. Il l'avait envoyé pointer à la morgue, et ils avaient pris un détenu qui était raide, pour dire qu'il était con. Hein. Il l'avait mis droit derrière la porte, et quand l'autre est allé pour pointer, il a ouvert la porte, il lui est tombé dessus, le macavé. On est compte, c'est grave. Et le mec, il a failli le tuer, le vieux. C'était le vrai bisutage. Là. Mais il fallait le faire, hein. Je sais pas, moi j'aurais pas pu le faire ça. Mais il y avait des gens qui étaient quand même durs. C'était des gens, des anciens, ils n'étaient pas évidents. Et là, après, j'étais affecté de nouveau à l'école Fleury-Mérogis. Et de là, affecté à la prison de Fresnes. Oh putain, Fresnes, c'est quoi Fresnes? C'est la seule prison où je voulais pas aller, 3000 détenus, maison ancienne. Bon, ben j'y y va. Hein. Ben, j'arrive à Fresnes, j'arrive sur le perron de la prison, hein, une grande cour d'honneur, le perron.
Et là, je rentre avec ma valise et je me fais connaître. Je viens, je suis affecté à la prison de Fresnes. Je vois ces longs couloirs, 800 mètres de couloir à peu près, des tripales sur chaque côté. Avec Des quoi? Des tripales, des bâtiments sur 800 mètres. Et tous les 100 mètres, il y avait un bâtiment quoi, de 4 étages de chaque côté. C'était première, deuxième, troisième division. Une ville. Une ville là-dedans, pleine de barreaux, des trucs, des képis, des casquettes, des tenues. J'ai là, t'es tombé. Alors je prends le téléphone, il y a une cabine dans le hall. Je prends le téléphone et j'appelle ma femme, ma copine. J'écoute, qui est devenue ma femme, j'écoute, je crois que je reste pas. Hein. J'ai la valise dans la main, je me casse. Je reste pas là, c'est fou. Je ne sais pas si je vais tenir le coup là. En plus, j'avais pas de logement, j'avais rien. Hein. Je logeais dans des logements qui nous donnaient en attendant de trouver un appart. Et puis mon épouse me dit, enfin ma copine me dit à l'époque, écoute chérie, t'inquiète pas, je vais venir, je monterai avec toi, on peut bien tenter. Je dis ouais, mais c'est pas toi qui y travaille. Et puis j'ai réfléchi un peu, j'ai dit écoute, je vais voir, mais franchement, c'est pas dit que je reste. Et puis je l'ai rappelé, j'ai dit, écoute, t'as peut-être raison, j'ai pas de boulot, de toute façon, il faut que je continue. Et là, j'ai continué, et puis c'est parti, quoi. Hein. J'ai été affecté dans une division QHS, j'ai eu garder Mesrine, tout ça. On a vécu, c'était intéressant quand même. Hein. Et puis après, je suis parti à l'hôpital des prisons de Fresnes. J'étais affecté là, on m'a demandé si j'étais volontaire, j'ai dit oui, c'était quand même mieux. Donc là, il y avait des médecins, il y avait des infirmiers, des pharmaciens, des toubis qui venaient visiter les détenus, et puis c'était des détenus qui étaient un peu malades, hein, ou des détenus qui étaient en attente, qui avaient des problèmes, donc en attente d'hôpitaux, ils étaient stockés là. Et de là, j'ai fait ma demande pour être chauffeur au garage. Je me suis retrouvé chauffeur au garage des prisons de Fresnes durant 5 ans. Et là, j'ai fait chauffeur au ministère, on promenait les conseillers du garde des Sceaux, les magistrats. En plus, après, moi, on le faisait en remplacement de congé. Mais sinon, j'étais affecté au transfert des détenus. Donc, on faisait des transferts de détenus sur toute la France. On conduisait des cars, comme j'avais le transport en commun. J'ai été choisi pour ça, et donc on faisait les transferts de détenus sur toute la France, et là c'était un autre boulot, quoi. Ça n'avait plus rien à voir avec l'enfermement, la prison. Mais je crois que tu as transporté autre chose que des gens à un moment donné. Tu peux m'en dire plus? J'ai transporté autre chose. J'ai pas transporté, disons que j'avais un collègue à la prison de Fresnes, au garage, qui était chauffeur de la guillotine. C'est-à-dire c'était un véhicule spécial qui était destiné à transporter la guillotine. Il était plus haut que les autres. Il était spécialement configuré pour transporter la guillotine qui était en garage à la prison de Fresnes. La seule guillotine? La seule guillotine qui existait en France, qui se déplaçait quand il y avait besoin. Et il s'est avéré que ce chauffeur a arrêté parce qu'il prenait la retraite. Et il était chauffeur depuis très longtemps, et puis il le faisait accessoirement, puisqu'on ne guillotinait pas des gens non plus tous les mois. Ça arrivait, il y a eu Buffet et Bontemps dans les années 74, et puis après, je ne sais plus qui c'est qu'il y a eu, à Clairvaux, là, il y en a eu un, je crois. Non, c'est Buffet et Bontemps. Mais donc, il fallait un chauffeur. Et puis moi, je me suis dit, parce que le chauffeur pouvait assister à l'exécution, si vous voulez. Et moi, j'avais discuté avec ce collègue qui avait assisté une fois, il m'a dit c'est pas beau à voir. Mais bon, il me dit quand tu sais que c'est des pires pourritures, j'ai dit pourquoi pas. Hein, après tout, il n'y a pas de pitié pour ces gens-là qui ont tué des gosses, qui ont fait ci, qui ont fait là. S'ils sont guillotinés, c'est qu'il y a une raison. Bon, alors je me suis porté volontaire dans les années 79, 80. Et donc, le temps que les arrêtés arrivent du ministère et compagnie, Mitterrand est passé en 81,
Et Badinter, Robert Badinter a aboli la peine de mort. Donc il n'y a plus besoin de chauffeur de guillotine. Et donc du coup, j'ai jamais eu l'occasion de conduire ce véhicule avec la guillotine dedans, puisque maintenant c'est devenu un musée, quoi. Elle est à Fresnes. Mais par contre, on l'a vu. Le baptême qu'on avait quand on était chauffeur à la prison de Fresnes, c'est que la première des choses, c'est qu'on nous faisait visiter l'endroit où était la guillotine. Et donc on nous l'a montré, on nous la faisait marcher avec le couteau en bas, enfin on nous faisait voir un peu comment c'était. Ça fait drôle quand même. On ne pouvait pas prendre de photos, à l'époque on n'avait pas d'appareil ni rien, mais c'était quand même quelque chose de spécial. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu l'as vu, cette guillotine? J'ai eu peur, j'ai dit putain, j'aimerais pas me faire guillotiner. Ça fait peur quand on voit un couteau en haut qui vous tombe sur le cou. Entre deux trucs là, c'est quelque chose qui est impressionnant. Quand on a 25 ans, 23 ans, 24 ans, on se dit merde quand même, c'est pas évident. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de l'abolition de la peine de mort? Moi j'étais contre, personnellement. J'étais contre pour la bonne raison, c'est que malheureusement le problème c'est que les gens n'ont plus peur de rien. Avant, ils avaient peur quand même. Moi, j'ai gardé des condamnés à mort à Fresnes, au quartier des condamnés à mort, Maurice Philippe, par exemple, Patrick Henry, tous ces gens-là, ils avaient peur. Quand on était de nuit, qu'on les gardait, à 5 h du matin, quand ils entendaient la relève, des fois, ils croyaient qu'on venait les chercher. Et ils angoissaient souvent pendant 2 mois, 3 mois, avant d'être exécutés s'ils l'avaient été. Donc franchement, c'était... Et puis les gens en avaient la trouille quand je discutais avec les détenus. Ils disaient, moi je ne ferai jamais de trucs, attends, j'aimerais pas arriver à ce stade-là, quoi. Alors qu'aujourd'hui, à l'abolition, il n'y avait plus de limite, quoi. Prendre 30 ans de prison, 20 ans, avec les réductions de peine, au bout de 15 ans, vous êtes dehors. Ma foi, ça donne pas à réfléchir autant. Après, c'est peut-être barbare, hein. Peut-être qu'il aurait fallu trouver autre chose. Peut-être, mais moi j'étais pour. Moi, j'étais contre l'abolition de la peine de mort parce que je trouve, enfin moi je travaillais là-dedans, j'ai vu des crapules, pas mal de crapules, et c'est vrai qu'on peut dire merde, c'est vrai, c'est con. Mais ils ont fait des choses qui sont atroces souvent. Et bon, peut-être la chaise électrique ou peut-être une piqûre, hein, j'en sais rien, mais c'est des gens qu'il fallait éliminer, qu'il fallait plus qu'ils existent, qu'ils coûtent cher à la société pour rien. Voilà, parce qu'on a le cas de Maurice Philippe, par exemple, qui a été gracié par Mitterrand. Il était condamné à mort, il allait y passer. Il a quand même tiré sur un collègue à moi, il a tiré 2 balles dans le ventre pour s'évader. Il n'est pas mort, le gars, il a eu de la chance. Mais bon, il avait tué 3 flics à Paris. Son père était flic en plus. Et il a été condamné à mort, il méritait la guillotine. Ce type aujourd'hui, il est dehors. Il est parti à Saint-Maur, à la centrale de Saint-Maur, là-bas. Il a créé une mutinerie. Il a été l'instigateur de la mutinerie. Ils ont pris 2 surveillants en otage. Ils voulaient y couper les couilles et les lui faire bouffer, quoi. Il était dans le lot. Et toujours là-bas. Bon, après ça s'est pas passé, il y a eu des interventions, ça s'est bien fini. Mais pour dire, voilà, c'est des gens qui... Et aujourd'hui, il est dehors, ce type. Voilà. C'était en 81, il y a 40 ans. Il est dehors. Il est dehors, je crois même qu'il est sorti et il a fait du trafic de drogue et il est rentré. Mais bon, voilà. Enfin, des gens comme ça, je crois que c'est des gens qui sont nuisibles, ils ne servent plus à rien. Il n'y a plus moyen de les réinsérer dans la société. Je pense. La preuve, je ne crois pas qu'il y en ait qui se sont beaucoup réinsérés des condamnés à mort. Ils ont des graciés, tu veux dire? Des graciés, ouais. Voilà. Ok. Après en même temps, une société, est-ce qu'une société doit tuer ou est-ce qu'une société doit se contenter Ça, c'est mon avis, parce que je travaille là-dedans, peut-être, ou je ne sais rien. Après, peut-être qu'il y a d'autres solutions. Hein. Alors après, je voudrais que tu me dises un mot des quelques personnages donc, que tu as côtoyés et qui t'ont vraiment impressionné. Alors là, de l'autre côté de la barrière, du côté derrière la grille, est-ce qu'il y a des personnages qui t'ont vraiment marqué? Donc tu as cité Mesrine, qui est très célèbre. Oui, Mesrine était un petit peu avec nous bien. Hein.
Nous, on le gardait, il était au QHS à l'époque, à Fresnes. C'était un type qui était correct. Et puis, on a fait tout un monde de ce type, mais il n'était pas plus méchant que d'autres. Il y en avait qui étaient pires que lui. Lui, il avait tué personne en Prince. Il avait tué un garde champêtre au Canada. Et le problème, ce qu'il a tué à lui, ce qu'il a perdu, c'est qu'il a fait parler de lui. Il a fait le héros, l'ennemi public numéro 1, c'est moi. J'ai des grenades, je vous fais péter la gueule à tous. Le premier flic qui m'arrêtera, il sera mort. Voilà, il a fait de la... Il s'est mis l'État à dos, il s'est mis l'administration, la police à dos. Et puis, il a dit à la police, le premier qui m'arrêtera, de toute façon, il ne sera pas vivant. Et si on m'arrête, je jette une grenade, je ferai sauter 300 mètres de rayon. Donc il est devenu un héros qu'on a tué, quoi, pour pas prendre de risques. Oui, parce qu'il avait, il communiquait de façon très agressive. Déjà. Voilà, très très agressif, même les directeurs de prison. Un jour, on lui demande d'aller voir le directeur, il dit non, j'y vais pas, c'est un enculé le directeur, j'y vais pas. Ah ouais, non, mais il faut y aller, il vous appelle, il faut y aller. Ah non, mais j'y vais pas. Qu'ils viennent me chercher. Donc là, on fait intervenir un collègue qui était ceinture noire de karaté, qui arrive, qui le connaissait quand même, il le savait. Et bon, lui, il était là, le mec, il était bien. Il arrive, il dit, bon, écoute, il faut sortir, il faut aller voir le directeur. Non, avec toi, j'y vais, il n'y a pas de problème. Il me dit, toi, je te connais, il n'y a pas de problème, je sors. Il est allé chez le directeur, bien sûr entouré de plusieurs personnes qui le surveillaient. Et là, il l'a traité de tout, le directeur. Il l'a traité de tous les noms. T'es un amphoré, t'es une couille molle, tu vaux rien, t'es de la merde. Voilà. Et puis le directeur, il lui disait ce qu'il avait à dire. Mais quoi faire de plus un type qui est en tôle, les gars? Mitard, quartier, QHS, c'est pire que le mitard. Donc, voilà, il était là. Après, il a tenté de s'évader de la prison de la Santé. Là, il a piqué de tenue aux surveillants et il a ouvert une cellule, l'avocate y a rentré une arme, Sylvie Jean Jacot, je crois que c'était, ou Giléry, je ne me rappelle plus, enfin, c'était, ouais. Ils ont rentré une arme, ils sont partis, ils ont braqué les surveillants, ils les ont foutus en slip, et ils ont pris les tenues. Quand ils ont donné l'alerte, ils ont cru qu'ils faisaient des manœuvres sur le mur de ronde, ils sont sortis, ils ont braqué une bagnole, ils sont partis. Voilà, donc Mesrine, c'était... Mais par contre, on le gardait, nous, il faisait des pompes, il faisait son sport tous les matins. Il était super avec nous. Bon, il fallait pas l'agresser non plus. Mais c'était un petit peu bien. C'est un architecte d'un métier, c'était pas un voyou au départ. Hein. Mais il a voulu faire parler de lui, là, il est devenu un héros sans l'être, quoi. Hein. Et puis, le mégalo, quoi. Ouais. Et j'ai même gardé enfin, on a gardé, à l'hôpital de Fresnes, on a gardé sa femme. Hein. C'était Sylvie Jean Jacot, sa femme. L'avocate, c'était Giléry. Elle était de l'Ariège. Et voilà, après j'ai eu Villoquet, son lieutenant. Qui c'est qu'il y avait? Il y avait Villoquet, il y avait l'autre. Il y en avait un autre. Maurice Philippe, on a gardé Patrick Henry, celui qui avait tué la fillette à Troyes. Maurice Philippe qui a tué plusieurs flics à Paris, rue Monge. Voilà, qu'est-ce que le baron Ampin, j'ai gardé mes Megherini, un Corse, de la mafia, qui était super. Voilà. Il me disait toujours, chef, il me dit, les jeunes qui rentrent en prison, ils ne supportent plus, ils font des conneries, ils ne les assument pas. Moi, tu vois, il me dit, j'ai fait des conneries, je les assume. Les mecs, ils arrivent en prison, ils pleurent. C'est pas la peine de pleurer. Quand tu fais des conneries, il faut les assumer. Il disait, je me rappelle. Ça m'avait marqué parce que c'était mieux. Il avait 60 ans à l'époque, enfin, c'était mieux pour moi. Mesrine, Villoquet, autant de personnalités des personnalités difficiles et pour qui tu peux presque avoir de la sympathie. Est-ce que tu as eu comme ça des grands paradoxes par rapport à l'idée que tu te faisais de personnalités comme ça, de détenus? Mais moi, où j'ai été toujours surpris, c'est que quand je parlais avec le monde extérieur, on parlait par exemple d'un violeur, c'est vrai que c'est affreux, quelqu'un qui a violé une petite fille, on se dit, il ne mérite pas de vivre, c'est une pourriture, ça vaut rien. Mais nous, on les voyait en prison, on les avait en prison, ils pleuraient, les pauvres mecs, ils étaient malades.
Ils étaient malades. Des fois, ils venaient, ils nous disaient, mais je comprends pas. Je dis, tiens, mais qu'est-ce que tu fous là? T'es revenu? Putain, mais c'est pas possible. Ben ouais, mais je sais pas, j'ai des pulsions, j'ai pas pu, mais tu crois que je le fais, vous croyez que je le fais exprès, chef? Je le fais pas exprès. Je comprends pas qu'est-ce qui m'arrive, je comprends pas comment je suis allé violer une petite fille encore, je comprends pas, je mérite pas de vivre. Il nous disait. Et le mec, c'était des pulsions, c'est des malades, et quand je le disais dehors, il dit, oh ouais, attends, malade, c'est des pourritures. C'est vrai. Mais c'est pas de leur faute. Et je crois que ces gens-là, c'est des grands malades. C'est des grands malades. Et malheureusement, je crois qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à les soigner. On n'arrive pas à les soigner. Je ne sais pas ce qu'il faudrait leur faire pour qu'ils aient plus ces pulsions et ces envies de faire des choses qui sont aberrantes, inadmissibles. Et je ne sais même pas si elles sont intéressantes pour eux. Quelqu'un qui te dit qu'il ne mérite pas de vivre, qu'est-ce que tu lui réponds? Ben, franchement, je reste bouche bée, quoi. Je ne sais pas trop quoi dire. Je ne sais pas trop quoi dire parce que je me dis, putain, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Je lui dis, mais tu ne peux pas essayer de te faire soigner, de voir. Mais oui, mais j'ai tout fait, j'ai vu tous les toubis, tous les psychiatres de partout, et puis ça va bien un moment, et après ça me rattaque des fois. Et moi, j'en ai vu comme ça. J'ai vu Guichou, l'homme marteau, à Toulouse, celui qui tuait les femmes dans les sous-sols. À un moment donné, parce que sa femme l'avait quitté, toutes les femmes qui ressemblaient à la sienne, il partait avec ça, 2 chevaux break, il était paysan. Le mec, il faisait l'entretien des routes avec une débroussailleuse, alors à la mairie de, je sais pas où, dans l'Ariège. Et quand il est rentré en toile, il me dit, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Et il me dit, mais ma femme, quand il a tué ça, il a tué toutes les femmes qui ressemblaient à la sienne. Hein. Dans les sous-sols, il allait dans les sous-sols de Toulouse, avec un marteau, et il les tuait. Et il me dit, mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, les pauvres mecs, les maris de ces femmes, qu'est-ce qu'ils doivent dire? Je ne mérite pas de vivre, il me disait. Et puis, il était au service médico-psychologique régional, le CMPR, à Toulouse, et moi j'en faisais partie. On a été 7 à être nommés là-bas. Il fallait qu'on ait fait de la selle défense, qu'on ait fait des arts martiaux pour travailler dans ce truc. Et moi j'en faisais partie. Donc, j'étais dans ce quartier. Alors maintenant, je voudrais que tu me racontes, donc quand tu es arrivé à Fresnes, cette grande prison, tu as eu une espèce de haut le cœur quand tu as vu ces immenses espaces qui te dépassaient complètement. Tu étais encore presque un enfant, Ah, oui, 20 ans. 20 ans aujourd'hui, je crois que c'est des enfants. Ouais. Et comment tu as fait pour... bon, tu as eu ta fiancée qui t'a aidé moralement. Et comment tu as fait pour tenir le coup? Est-ce que comment tu as fait pour prendre sur toi? Et quels ont été les épisodes marquants à Fresnes? Puisque avant que tu deviennes chauffeur, tu as quand même été un vrai gardien de prison. Et comment ça se passait à ce moment-là? Ben, ça se passait bien parce que, bon, quand on arrive, c'est vrai qu'on ne connaît personne. Puis on fait des amis. On fait des amis, au fil du temps, on fait des copains. On est souvent beaucoup du sud ou du nord, ou des Catalans, des Parisiens, il n'y en a aucun. Donc, en fait, on se retrouve par clan, par région. On devient des amis, on travaille ensemble, on mange au mess ensemble, et puis, ça y est, on s'adapte. Que des mecs, évidemment. Que des hommes. Il y avait des filles aussi, parce qu'il y avait les prisons pour femmes. Alors raconte-moi, fais-moi un peu le panorama de ces gens-là, le portrait de ces gens que tu as vus quand tu es arrivé là-bas. Tu dois t'en souvenir encore. Le portrait de détenus? Non, déjà de tes collègues, hommes et femmes. Le portrait de mes collègues, c'était des gens, alors moi j'étais parmi les plus jeunes, hein. Il y avait beaucoup de gens qui avaient perdu leur emploi. C'était à l'époque, dans les années de crise, un peu, hein, 74, là, dans les années 74. Il y avait des gens qui étaient des anciens entrepreneurs, des plombiers, des électriciens, des gens qui étaient peut-être à la poste, qui ont voulu changer pour rentrer dans l'administration, qui ont changé de métier, quoi. Des types qui étaient des agriculteurs. Des gens qui se cherchaient, quoi, qui ne savaient pas quoi faire et qui se sont dit, bon, à l'époque ils recrutaient beaucoup de fonctionnaires, et ben, ils ont passé le concours par hasard et puis ils ont été reçus, ils sont rentrés là-dedans un peu, pas par conviction, hein, par nécessité, quoi, voilà. Tu t'es fait des amis là, à Fresnes? C'est mes meilleurs amis que j'ai eu, ouais. Tu t'es fait à 20 ans? Je me suis fait ces amis, j'avais des amis à Montauban quand j'étais chez moi.
Mais là, je me suis fait vraiment des amis avec qui on sortait, on faisait des repas ensemble. Des amis que j'ai toujours d'ailleurs. J'en ai 4 ou 5 avec qui on a démarré, y compris celui qui est bien malade là. Mais voilà, mes meilleurs amis, c'est cela, parce qu'on était jeunes ensemble, on se soudait les coudes, on sortait, on allait danser, on allait au resto quand on pouvait, on était toujours ensemble. Et puis on n'avait pas de famille. Donc on se gardait les gosses entre nous, on n'avait pas papa et maman qui gardaient les enfants, on n'avait personne, hein, donc il fallait se démerder. Donc souvent c'était des repas chez nous, chez l'un, chez l'autre, les gosses qui dormaient sur le canapé. Et voilà, donc c'est vraiment des amis, c'est là où on voit vraiment les vrais amis, surtout 30 ans ou 40 ans après. Ils sont toujours pareils, moi j'ai évolué, eux sont toujours au même endroit, mais ça fait rien. Pour moi c'est toujours mes amis, quoi. Aujourd'hui j'ai d'autres amis que j'ai ici, qui sont très bien aussi, hein. Mais tous les mariages qu'on a pu avoir, toutes les fêtes qu'on a pu faire ici, ils étaient présents. C'était lourd au début, j'imagine, de te retrouver à 20 ans dans un milieu carcéral. Très lourd, très lourd. De se retrouver là, tout seul, venu de la campagne, dans une grande ville comme Paris, ouais, c'était dur. Comment tu faisais pour assumer tout ça? Tu écrivais, tu tenais un journal, tu le racontais à ta femme? Je racontais à ma femme, je racontais à mes parents. Bon, quand je rentrais, je racontais mes histoires. Comme ça, à ma femme et à mes parents. Pas fait de journal, non. Qu'est-ce qu'il disait? Bon, rien, mais non, mais c'est bien. Bon, puis je racontais pas que de la misère, hein. Je dis, voilà, on a vu ça, bon, là, il y avait tel détenu, là, j'ai gardé Mesrine, là, j'ai transféré Villoquet, voilà, là, j'ai amené au procès le baron Ampin, voilà, plein de personnalités qu'aujourd'hui, on ne connaît presque plus, mais bon, qui à l'époque on a connu. Donc c'était l'actualité de tous les jours. Là, hein. Donc Fresnes, c'était la plaque tournante. Là. Toutes ces vedettes passaient par Fresnes, puisqu'il y avait à Fresnes le Centre national d'orientation, où tous les individus, tous les truands passaient par ce centre pour être affectés après dans des prisons en France en fonction de ce qu'ils avaient fait. Voilà, donc je racontais un peu toutes les histoires et puis toutes les aventures, toutes les mésaventures qu'il pouvait y avoir là-dedans, quoi. Mais bon, après c'était quand même, c'était avec la famille, quoi. C'était quand même un secret, quand même. On ne pouvait pas non plus tout raconter. Oui, tu avais un devoir de réserve. Il y avait un devoir de réserve, et voilà, donc bon, c'était superficiel ce que je disais, et puis après le reste c'était avec mes parents, mes frères, ma femme, bon, voilà. Alors, revenons donc à ce changement. Donc, tu es à Fresnes, tu y travailles quelques années comme gardien de prison. C'est-à-dire que ton boulot, c'est quoi, en réalité, quand tu arrives le matin? Alors, gardien de prison, soit tu travailles le matin de 7h à 13h, soit tu travailles de 13h à 19h, soit tu travailles de 19h à 7h le matin. Voilà. Et après, tu as des repos. Donc, le boulot, c'était d'aller dans un quartier. On était affecté à un étage. Il y avait 4 étages d'un côté, 4 étages de l'autre. Et il y avait un surveillant à chaque étage. Il y en avait un qui était au rez-de-chaussée, premier, deuxième, troisième, quatrième, pareil de chaque côté. Donc la première des choses, c'était de faire l'effectif le matin quand on arrivait, voir si tout le monde était présent comme la veille, s'il ne manquait rien, personne dans la cellule. Ensuite, on leur servait par le biais de corbetiers, des gens qui servaient les gamelles, on ouvrait les portes, on leur servait à manger, le petit déjeuner. Ensuite, il y en avait qui allaient au cours, il fallait les ouvrir pour qu'ils aillent à l'école, d'autres qui allaient voir le médecin, l'autre qui allait voir l'avocat. Enfin bon, quand il y avait besoin, on les ouvrait, on les faisait rentrer, on les faisait sortir. À 10h, c'était la promenade, ils descendaient, ils allaient en promenade, en bas. Et quand on descendait, que tout le monde était en promenade, il y avait un pupitre en bas, et puis on gardait, on s'assoyait là, et on les regardait en promenade, faire le tour du bâtiment. Qu'est-ce que tu avais un jugement sur les prisonniers? Tu te faisais des... Jugement, on nous avait dit qu'on n'était pas là pour juger les gens. On était là pour les garder, hein, et rien que ça. Hein, donc pour la sécurité, on était là pour le maintien de l'ordre. On n'était pas là pour juger les gens, et il ne fallait pas surtout tenir compte de ce qu'ils avaient fait. Parce que bon, on avait des petits voleurs de poules, on aurait pu dire le pauvre, il s'est dû prendre un bonbon, c'est dommage. Il y avait le violeur, alors lui on disait c'est un enfoiré, celui-là il ne mérite pas de vivre.
Et puis il y avait le braqueur de banque, qui lui était en jogging, c'était toujours la classe, c'était le gars sympa, hein, à part qu'il avait braqué les prix 10 briques d'un côté, de l'autre, puis il te disait, bon ben ouais, chef, moi ce que je fais quand je sors avec le pognon que j'ai gagné, je me paye les plus belles femmes qui existent. Toi tu peux pas te le permettre. Vous pouvez pas vous le permettre, chef, avec le paye que vous avez de fonctionnaire. Ah je dis ouais, mais moi le soir je dors avec ma femme. Toi tu dors en tôle tout seul. Voilà. Bon, on avait une petite... mais c'est tout. Conversation intéressante. Oui, oui, oui. Très philosophique. Oui, mais c'était intéressant. Puis bon, moi j'ai toujours été... Bon, après il y avait le tueur à gages. Bonjour, bonsoir, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de ci. C'était strict, quoi. Il ne fallait pas trop non plus discuter avec ces gens-là. Et puis je n'avais pas mis non plus. Même si ils étaient considérés que tous pareils. À peu près, hein, tous pareils, parce que bon, ils étaient quand même des quartiers spéciaux. Ils n'avaient pas le même régime quand même de sévérité. Hein, ils avaient des promenades seuls, ils n'étaient pas... Qui tous ces dangereux, là. Hein, c'était des isolés, il y avait des gens qui étaient des DPS, des détenus particulièrement signalés, donc tous ces gens-là, ils étaient un peu à part. Voilà. Mais bon, moi, comme je leur ai dit aux détenus, hein, j'ai dit, vous savez, ici, vous avez plus besoin de moi que ce que j'ai besoin de vous. Donc, si vous ne me faites pas chier, moi, je vous emmerderai jamais. Par contre, quand je te dis d'aller à la douche et de mettre 10 minutes, parce qu'il y en a 200 qui doivent passer, et on n'a pas le temps, sinon il y en a qui ne vont pas être douchés, il faut y aller. Si tu ne m'écoutes pas, je ne vais pas me battre avec toi. Par contre, ne me demande rien. Si tu as besoin de cigarettes, parce que chef, vous pouvez faire passer, il y a un copain qui doit me donner des cigarettes. J'ai dit, si tu n'es pas correct avec moi, cigarette, niette. Voilà, c'est du donnant-donnant. T'es correct, moi je suis droit. T'es correct, ça va. T'es pas correct, t'auras rien. Et ça marchait. Ça marchait parce que les gens, ils savaient à qui ils avaient affaire. Ils emmerdaient jamais les types qui étaient corrects avec eux. Après, on avait des collègues, ils étaient toujours emmerdés. C'était des cons. Ils n'avaient pas un brin de psychologie. Et malgré tout, c'est des humains. C'est quand même des humains, même si c'est vrai qu'il ne faut pas penser. Moi j'ai un copain dans le Tarn-et-Garonne. Son neveu, il a été tué par le voisin d'un coup de fusil, et puis il était à Toulouse, il m'a dit putain, qu'est-ce qu'il a, tu peux pas le niquer quand t'es... Mais non, nous il était gentil avec nous, c'est vrai, l'assassin. Il avait tué, il avait pété les plombs, parce que celui-là, il des histoires de cul. Bon, mais bon, voilà, le mec il pleurait en tôle, il était là, il savait qu'il allait prendre 15 ans, mais l'autre il me disait putain, mais nique-le, quoi. Mais bon, on ne pouvait pas. Je lui disais pas, j'y t'inquiète pas, quoi, on lui fera pas de cadeau, voilà, mais c'est tout. Mais il était considéré, avec nous, il était bien. Il n'y avait pas de problème, il était carré. Et on n'était pas là pour. C'est vrai qu'on avait un peu les boules quand même, hein, mais il fallait faire abstraction de tout ça, quoi. Il fallait pas. C'est comme un flic, hein, c'est comme ça, regarder celui qui a tué, celui qui a violé, il s'en sort plus. Hein. On peut penser ce qu'on veut, mais bon, il faut se le garder pour soi, ça.